Christiane, s'il vous plaît. Ça me plaît. Ça te plaît. Alors bonjour, bonjour à vous. Et merci à toi Rubens. Alors c'est bien de raconter des histoires quand on parle, et la petite histoire qui nous lie avec Rubens, c'est qu'on se connaît depuis presque 40 ans maintenant, et qu'on travaille ensemble depuis presque autant de temps. Alors le titre de ma conférence, c'est comment trouver le rythme pour pouvoir entrer en contact, en lien avec l'autre. Et en fait, le titre le plus exact, c'est comment retrouver son propre rythme pour pouvoir entrer en contact avec les autres. Alors il y a un thème qui m'est très cher et que je revisite souvent, c'est le thème de la relation entre une mère et son enfant. Et en ce moment, je vois de plus en plus de jeunes mamans déconnectées d'elles-mêmes et pas en connexion avec leur enfant. Et ça me provoque à la fois une tristesse et une très grande inquiétude sur ce que peut provoquer le fait qu'une mère ne soit pas connectée avec son enfant. Alors, tout à l'heure, Gilberto a parlé d'exil existentiel. Et moi, c'est un thème qui m'habite depuis longtemps. C'est celui de exil intérieur. Et je vais commencer d'abord par parler de comment ça se passe quand ça se passe bien entre une mère et son enfant. D'abord, la nature, elle a fait les choses merveilleusement. Et la matrice est un lieu de confort, de sécurité, magnifique. Et c'est un univers sonore. À travers le ventre de sa mère, l'enfant est en relation avec l'extérieur, la voix du père, et à l'intérieur avec tous les bruits internes de la mère. Et ces sons vont l'habiter, il va être en syntonie, en vibration, avec les vibrations de sa mère. Et comme la nature est bien faite, elle a prévu pour que le moment de la naissance approchant, il y ait un formidable cocktail d'hormones qui fasse que, entre les endorphines et l'ocytocine, la mère vive un instant intense au moment du passage de la naissance qui va déjà lui permettre de vivre ce moment-là et puis, dans un deuxième temps, d'accueillir l'enfant. Alors ça, c'est quand tout se passe bien. Et une personne m'a beaucoup inspirée. Il y a maintenant 38 ans. C'est une dame qui était cantatrice et qui s'appelait, elle est décédée maintenant, elle s'appelait Marie-Louise Aucher. Et cette dame a développé à la fois une théorie, une pratique du chant qu'elle a appelée la psychophonie. Et elle a observé en tant que cantatrice que quand elle chantait dans les voix hautes, il y avait telle ou telle partie du corps qui se mettait à vibrer. Et quand elle chantait d'autres sons beaucoup plus graves, il y avait d'autres parties qui vibraient. Alors elle a demandé à ses copines cantatrices et ses copains chanteurs s'ils avaient la même expérience. Et en fait, certains lui ont communiqué que oui, effectivement, il y a des sons qu'on peut entendre vibrer à tel ou tel endroit du corps. Et elle faisait des cours de pose de voix. C'est des cours où on apprend à chanter et à poser sa voix. Et elle a développé pour qu'elle puisse porter loin, pour qu'elle puisse être audible et être chantante. Et elle a observé en fait que les enfants, les nourrissons de ses amies cantatrices, donc il y avait des voix très aiguës, elle a observé que c'était des enfants qui avaient la capacité de faire ça, des nourrissons. Hein. Quand il naît un enfant, normalement, il naît comme ça. Il n'a pas la capacité, encore les terminaisons nerveuses, pour pouvoir faire ce geste-là, qui est un geste très élaboré. Et elle a observé aussi que les bébés des parents chanteurs, et elle avait des amis orthodoxes,
qui chantaient. Vous savez que chez les orthodoxes, ce sont les hommes qui chantent, et ils ont des voix graves magnifiques. Et alors elle regardait ces bébés de parents orthodoxes, et elle a observé en fait que ces petits, ils avaient incroyablement développé le bas du corps. À savoir qu'ils pouvaient très bien enjamber le bord du berceau et tomber de l'autre côté en s'attrapant avec les jambes. Et c'est comme ça que petit à petit, il a développé plusieurs choses. Déjà de savoir que, ça vous l'ignorez évidemment pas, qu'un enfant il perçoit à travers le ventre de sa mère les sons, mais que le son va avoir une incidence sur son développement moteur et psychomoteur. Alors on va poser de côté cette notion de son que je reprendrai tout à l'heure. Et maintenant je vais reprendre avec la gestation et comment ça se passe normalement au moment de la naissance. Tout à l'heure je disais donc que la mère et l'enfant vont être baignés dans un bain d'hormones qui vont leur permettre à tous les deux de vivre cet instant très fort. Et dans le meilleur des cas, où tout se passe bien, que la mère puisse être à même d'accueillir son enfant. Et là, il se crée quelque chose de très important au moment où l'enfant naît. Alors certains enfants naissent avec les yeux ouverts, d'autres avec les yeux fermés. Quand un enfant naît avec les yeux ouverts, il se passe à ce moment-là quelque chose de fondamental, qui est quand l'enfant va croiser le regard de sa mère. Et c'est dans ce moment très particulier que peut en quelque sorte s'achever la descente dans le corps. C'est-à-dire que l'enfant, il va intégrer le fait qu'il est bienvenu et que son droit à l'existence d'évidence, il est là. Alors, dans ma pratique thérapeutique, je suis thérapeute psychocorporelle, on fait ce qu'on appelle du travail de réparation du vécu de naissance. Et dans ce travail, beaucoup de personnes viennent avec des naissances par le siège qui ont été difficiles, des césariennes, le fait que les mères aient accouché avec péridurale ou sans péridurale, que la naissance ait duré longtemps, qu'il y ait eu les cordons autour du cou, bref, des naissances difficiles. Et c'est intéressant de voir comment chez la plupart de ces personnes, je ne dis pas toutes bien sûr, mais il y a une difficulté à être vraiment là. Vraiment là. Et plus la naissance va être perturbée, et plus il va y avoir ces phénomènes de difficulté après pour les personnes. Alors on sait bien sûr que tout peut se réparer et que ce n'est pas parce qu'il y a une naissance traumatique et difficile qu'ensuite il n'y aura pas une belle relation de la mère avec son enfant. Mais ça demande, en particulier s'il y a eu des césariennes, ça demande une démarche particulière de la mère pour aller rencontrer son enfant. Alors que quand ça se passe par voie naturelle, par voie basse, et qu'il y a eu ce bain hormonal, je dirais que ça s'enclenche automatiquement. Pour autant que la mère ne soit pas en désastre elle-même émotionnel. Alors, quand on fait ce revécu de naissance, on va faire plusieurs choses. Déjà, repérer si la matrice est suffisamment bonne. Certains ont vécu une matrice froide, inhospitalière ou dangereuse. Et il y a tout un travail de réparation, de communication, jusqu'à temps que la matrice devienne bonne. Et puis ensuite, il y a cette relation entre la mère et son enfant. Maintenant, c'est évident que ça existe, la relation entre une mère et son enfant, alors que la mère est en gestation. Il y a une quarantaine d'années, il y a eu, ou même avant, je crois que c'était il y a 50 ans, il y a eu ces émissions en France, Le bébé est une personne, qui a vraiment ouvert tout un champ d'exploration en signalant qu'en fait, l'enfant qui est dans le ventre, il peut être en communication avec sa mère, et son père aussi,
et qui a manière d'entrer en relation avec. Et ça a changé énormément de choses dans la compréhension et dans l'accueil aussi d'un nouveau-né. Donc on va travailler aussi cette relation entre la mère et l'enfant, le père et l'enfant. Et pour que l'enfant soit ensuite accueilli, il y a besoin de travailler quelque chose de fondamental, c'est la présence de la mère à elle-même. Alors on a eu à un moment donné une étudiante qui était puéricultrice, donc elle s'occupait des enfants après la naissance. Et elle a eu à suivre une jeune maman qui a déjà eu un enfant autiste. Et cette maman était très inquiète de ce qu'un second enfant puisse aussi être autiste. Et elle nous partageait que, en fait, cette femme était très déconnectée d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'avait aucune notion de son intériorité, aucune notion, ou en tout cas, c'était très difficile pour elle pour entrer en lien. Et en fait, elle a eu un second enfant qui aussi a été autiste. Alors on sait maintenant que les causes de l'autisme sont très variées. Hein. Il y a énormément de causes, entre autres les vaccinations, qui peuvent générer ce genre de troubles secondaires à la naissance. Mais là, je parle de ce qui se passe intra-utéro, et puis ensuite l'accueil à la naissance. Et ça, c'est fondamental, cet accueil. Dans comment j'ai pu être regardée, comment j'ai pu me sentir accueillie, qui donne cette sensation ensuite d'être le bienvenu partout. Et quand tout à l'heure j'ai commencé ma conférence en parlant des jeunes mères que je vois dans la rue, hein, avec leurs enfants dans des poussettes, et ce qu'on voit beaucoup, c'est que elles ont les poussettes devant elles, mais l'enfant est tourné vers l'avant, il n'est pas tourné vers elles. Or, la vision de la mère est fondamentale pour l'enfant, pour se sentir en sécurité. Combien de fois, pour les jeunes mères que j'ai eu l'occasion d'accueillir, je leur ai dit de tourner la poussette de l'autre côté, on tourne le siège, hein, pour que l'enfant il ait le regard vers la mère. Et en fait, il y a comme une inconscience ou une incapacité à tisser des liens. Et quand on voit ça au fil des générations, hein, quand on fait justement ce travail sur le revécu de naissance, on voit que quand je vois des jeunes femmes ou des hommes qui sont très schizoïdes, c'est-à-dire qui sont à la fois coupés d'eux-mêmes et de l'extérieur, on voit qu'au niveau de la relation à la mère, il y a eu un problème de connexion très net. Et dans ce travail, en fait, ça permet de relier, de réparer en quelque sorte, et c'est ça qui est magnifique dans le travail qu'on peut faire, c'est que, en tout cas dans notre croyance et dans la majorité de nos expériences, c'est tant qu'il y a du vivant, il y a possibilité à un moment donné d'ouvrir un nouveau champ d'expérience qui va permettre de créer des chemins à l'intérieur même de la personne qui vont lui permettre de pouvoir fonctionner autrement. Alors je regarde. OK. 5 minutes plus. OK. Et là, j'avais le cas d'une jeune femme que j'ai eu à suivre comme ça lors de ses revécus de naissance, qui était passablement schizoïde, avec un corps très fin, des muscles peu toniques. Et quand on a fait son revécu de naissance, la première chose qui est sortie, c'était le fait que la matrice était froide, le fait qu'il n'y avait pas de relation avec la mère. Et en fait, dans le passage et dans ce qui a suivi, il y a eu un moment d'une incroyable intensité où j'ai eu l'impression de revoir les yeux des nouveau-nés. C'est-à-dire, c'est un regard pleinement ouvert et qui regarde ce qui est là. Et c'était un temps d'une intensité incroyable. Ce regard qui prend tout ce qui est là autour et qui se dit mais où je suis? Et dans le temps, parce que pour que ça s'installe, il y a besoin de temps,
avec toutes les personnes qui étaient là autour, petit à petit, par rapport à ce regard complètement ouvert, est arrivée cette connexion avec la personne qui était là dans ce rôle de mère avec elle, ce lait d'amour qui fait que petit à petit son regard s'est rempli, que tout son corps s'est relâché, que sa respiration s'est ouverte. Et c'est comme si pour la première fois, je l'ai vu enfin être là. Et ça, c'était magnifique. Alors pour parler de ça, il y a un concept en biodynamique qui est assez important. C'est la notion de cycle vasomoteur. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ce matin, j'ai entendu parler de sympathique et de parasympathique au niveau de la fenêtre qui nous permet de gérer en fait les stress et les informations qui nous viennent. Eh bien en fait, ce cycle, il régule le système, il parle en fait du système orthosympathique, celui qui nous met en action, de celui qui ensuite va nous permettre d'entrer en relâchement. Donc il y a une montée en charge, et puis une décharge, et la décharge elle peut être de courir, de parler, de crier, d'agir. Et là on entame le processus de décharge, et après la décharge, il y a un temps de relâchement. Et on entre en parasympathique. Et on n'a pas, quand je dis on, c'est Gerda Boysen qui a été initiatrice de cette méthode et qui a découvert ce fonctionnement-là. En fait, le temps de relâchement qui suit, il peut donner la sensation que ça y est, on a passé l'obstacle. Mais il suit après ça un temps fondamentalement important. S'il y a justement du temps, et s'il y a une ambiance de sécurité, alors on va entrer dans la prochaine phase de cette phase de relâchement, qui est une phase de digestion émotionnelle. Et dans cette phase, c'est là qu'elle a développé le concept de psychopéristaltisme. En fait, on a un biofeedback pour entendre qu'on est en train d'entrer dans cette phase de réparation, de restauration. Et cette phase-là, elle ne peut se passer que s'il y a sécurité. Et ensuite, quand cette phase-là se poursuit, on va entrer en phase de restauration où le corps va se régénérer, se restaurer et retrouver, se recharger en énergie. Et je reviens au tout début de ma conférence quand je parlais de l'exil intérieur. En fait, ce qui a été décrit aussi ce matin très bien, c'est le fait qu'il y a du fait de la rapidité dans laquelle on est maintenant, du non-temps dans lequel nous sommes, nos rythmes biologiques, eux, ils existent toujours et ils n'ont pas le temps d'être complétés. Alors je reprends ce mouvement-là comme ça, c'est-à-dire que la phase d'activité, de stimulation ne va pas être suffisamment compensée par la phase de récupération. Et alors ça entraîne le système d'alerte qui va être de plus en plus stimulé avec une très faible capacité de gestion du stress qui va être sans arrêt en surajout. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait qu'au bout d'un moment, on a des personnes qui sont incroyablement stressées, en burn-out quasiment, je dirais en pré-burn-out, c'est-à-dire que les personnes sont fatiguées, se couchent fatiguées, se réveillent fatiguées. Et quand en plus on est une jeune maman et qu'on travaille, et qu'on a un bébé qui pleure, et qu'on ne sait pas quoi faire, ça va entraîner un cycle de panique ou de désespoir chez les jeunes mères. Et en fait, le thème un peu de ma conférence était pour parler de l'importance de respecter nos cycles corporels et comment, quand on les a perdus, y revenir dedans. Ce sera l'occasion de l'atelier que je proposerai, de voir comment réenclencher ce système-là. Et en particulier, je reviendrai sur ce travail que j'ai pu au départ connaître avec Marie-Louise Hochet et que j'ai transformé de ce travail sur la voix
pour les chanteurs, on travaille sur la voix en psychothérapie et voir comment créer un cocon sonore qui en fait permet de sentir son corps, la vibration du corps et de revenir à soi, à l'intérieur de soi. Et à partir de là, de pouvoir être mieux à même de pouvoir sentir ce dont on a besoin et quels sont nos rythmes propres. Ruben, c'est bon là? T'as bon? Ouais? Finito. Ok. 2 minutas. Alors, je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt. Ça, c'est bon? C'est bon. T'as fini tout. Je te le laisse. Je te laisse. Merci. Je crois que j'avais 35 minutes. Plus. Non, tranquillos. Ah oui? Alors, obrigado, Cristiane.